Ses 3 derniers adversaires sont sur une série cumulée de 13 défaites consécutives, et il n'a battu aucun top 10 actuel. Pourtant, Paddy Pimblett combattra bel et bien pour un titre avant Arman Tsarukyan, le contender légitime chez les 70 kg. Dans ce premier épisode d'MM Actu, on revient sur les annonces catastrophiques de l'UFC cette nuit et du tournant inquiétant qu'est en train de prendre notre sport. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier épisode d'MM Actu, le nouveau format sur la chaîne où on reviendra sur l'actu 1 à 2 fois par semaine selon à quel point elle est chargée. Je vous l'annonce déjà, vous aurez un deuxième épisode dans les jours qui viennent pour parler du reste de l'actu cette semaine. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais évidemment là, priorité à l'actualité brûlante, on va dire, avec ces annonces qui ont eu lieu dans la nuit par Dana White et via Paramount, donc le nouveau diffuseur de l'UFC à partir de janvier. C'est ESPN, c'est fini, mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous le savez. On va rentrer directement dans le dur. Deux annonces qui ont fait particulièrement scandale. Déjà le main event de l'UFC 324, donc la première carte de l'UFC sur Paramount, la première carte de l'année, qui aura lieu le 24 janvier à Las Vegas, à la T-Mobile Arena. Et Gaethje, donc Justin Gaethje contre Paddy Pimblett pour le titre intérimaire des 70 kg. En l'absence d'Ilia Topuria, donc il ne laisse pas sa ceinture vacante puisqu'il sera de retour à l'automne a priori, mais qui malheureusement pour lui, et là pour le coup, je suis pour les champions actifs, mais là j'estime quand même qu'il y a parfois plus important que le sport et que la carrière, et que la famille en fait partie, et vous le savez peut-être, Ilia Topuria traverse une période difficile de sa vie, il en a parlé dans un tweet, divorce avec sa femme, et de ce que j'ai compris, pas forcément, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas les annonces vont dans ce sens-là. Apparemment, il y aurait un problème avec la garde de ses enfants, des choses comme ça. Donc voilà, alors il ne verra jamais cette vidéo, mais tout mon soutien à lui, parce que il y a plus important que le sport et la famille. Il n'y a rien de plus important, donc je comprends tout à fait qu'il n'ait pas la tête à défendre sa ceinture dès ce début d'année, puisque c'était initialement ce qui était prévu, d'avoir Ilia en main event de cette première carte sur Paramount. Mais donc voilà, pas d'Ilia. Jusque-là, décevant, mais ça peut se comprendre. Non, ce qui fait vraiment polémique, c'est que ce soit ce combat-là qui a été mis pour... Alors, en soi, le titre intérimaire, déjà, manque de légitimité à mon sens. C'est pas comme s'il revenait fin d'année, il y a, donc on aurait pu faire un combat juste classique, à la limite en 5 rounds, pour vraiment clarifier le contender numéro 1. Mais là, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas besoin de le clarifier, puisque c'est évidemment Arman Tsarukyan qui est... de très loin le prétendant le plus légitime aujourd'hui à la ceinture des 70 kg, et soyons honnêtes, le seul combat un minimum intriguant pour Ilia dans la catégorie. Mais non, l'UFC a préféré partir sur Gaethje contre Pimblett, deux combattants qui, l'un autant que l'autre, même si je pense que pour Paddy c'est pire encore, ne méritent pas d'avoir un combat pour le titre. On rappelle que Paddy, alors certes, est invaincu en 7 combats à l'UFC, on pourrait dire 6-1, puisque selon moi, il a perdu contre Jared Gordon. Mais je l'ai dit, actuellement, si on regarde ses 3 derniers adversaires, leur run récent, c'est 0 victoire pour 13 défaites consécutives. Donc ça donne une idée de l'adversité qu'il a rencontrée et d'à quel point son chemin vers le titre a été facilité. On s'en doutait déjà, puisque quand il avait battu Michael Chandler, il était rentré 8ème. Et miraculeusement, mois après mois, il montait dans le classement sans combattre, au point d'arriver à la 5ème place aujourd'hui. On pressentait que par son star power, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui connu et qui est vendeur, je pense clairement. Du coup, l'UFC veut le pousser, on le sentait, surtout qu'il a une histoire avec Ilia Topuria. Mais là, le faire de cette manière-là face à Gaethje, bon, voilà, en fait, pour être honnête, ils lui ont mis la personne qui pense que Paddy peut battre, et effectivement, ça sera pas un combat facile, ça sera son plus gros test en carrière, mais je pense que Paddy peut passer et soumettre Gaethje. Et donc ça ouvrirait la porte au combat contre Ilia. En soi, le match-up en lui-même ne me déplaît pas plus que ça. C'est un combat intéressant, et si on avait donné le titre à Arman, ça aurait été un combat légitime pour déterminer le prochain au titre. En revanche, le fait que ces deux-là passent devant Arman, qui est le contender numéro 1, encore une fois je le redis, mais parce que visiblement ce n'est pas clair pour tout le monde, c'est une honte, c'est tout simplement honteux. Et ça, c'est d'autant plus honteux que ce n'est pas la seule annonce qui est catastrophique, puisque pour sa
alors j'allais dire première défense de titre, c'est pas vraiment sa première défense de titre, hein, il en avait beaucoup avant ça, mais sa première défense dans son deuxième run, on va dire, à Volkanovski, ça sera de nouveau contre Diego Lopez. Voilà, la revanche pour cette fois l'UFC 325, une semaine après, le 31 janvier à Sydney. Voilà, c'est pareil, on est sur quelque chose de tout simplement honteux, puisque, pour rappel, hein, Volkanovski a combattu donc il y a 10 mois à l'UFC, enfin, je sais pas si ça fait 10 mois ou si ça fera 10 mois le 31 janvier, mais en gros, il y a eu 10 mois entre les combats, à l'UFC 314, face à Diego Lopez, voilà, donc c'était un combat engagé, mais Volkanovski a clairement gagné. Entre-temps, Lopez bat Jean Silva dans un main event, alors qu'en soi, alors, il arrive à avoir la victoire, mais il était quand même plutôt dominé dans le combat avant de s'imposer. Et on lui redonne directement Volkanovski, qui lui n'a pas eu entre-temps l'occasion de nouveau défendre sa ceinture. Et là aussi, le problème, c'est qu'il y a non pas un, mais deux contenders. Alors, pour moi, individuellement, ils sont moins légitimes que Neil Arman, mais ils sont quand même bien plus légitimes que Diego Lopez, en la personne, évidemment, des contenders de Movsar Evloev et de Lerone Murphy. Movsar étant, selon moi, celui qui a le plus d'arguments pour ce titre-là, puisque Lerone Murphy, certes, a fait une très belle victoire face à Aaron Pico, mais c'était Aaron Pico qui débutait, et avant ça, si je dis pas de bêtises, sa plus belle victoire, c'était Josh Emmett, qui est un Josh Emmett, donc ouais, clairement vieillissant. Voilà, tout simplement honteux. On est sur deux annonces qui sont alors déjà catastrophiques pour l'état du sport, parce que en tant que fan, c'est pas du tout les combats qu'on voulait voir. C'est peut-être même pire honnêtement pour Volkanovski contre Lopez, puisque Volkanovski, on sait qu'il est sur la fin de carrière. Il lui reste quoi, peut-être 2 combats maximum, 3 combats, et encore, je serais même pas choqué qu'il prenne sa retraite là s'il s'impose à Sydney devant ses fans. Donc c'est clairement pas le genre de combat qu'on veut voir, puisqu'on l'a déjà vu il y a littéralement moins d'un an. On aurait voulu voir du 109 face à Volka, vu qu'il lui resterait peu de combats. Donc voilà, très décevant comme annonce, même plus que décevant, hein, c'est vraiment honteux. Et on arrive du coup au point qui m'inquiète particulièrement, c'est le tournant qu'est en train de prendre le sport. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je trouve que plus le temps passe et plus on passe du mérite sportif à simplement le combat qui va rapporter le plus d'argent à l'UFC. C'est quelque chose, entre guillemets, d'un point de vue de l'entreprise qui peut s'entendre, puisque, soyons honnêtes, certes, ça va parler beaucoup plus aux fans hardcore, hein, Ilya contre Arman, mais le fan lambda ne sait pas du tout qui est Arman Tsarukyan, enfin l'américain moyen, on va dire, qui va regarder, parce que là, il ne faut pas oublier qu'avec Paramount, ça va toucher une cible bien plus large que ça ne l'était avec ESPN. Ça va toucher des millions de personnes supplémentaires. Et c'est vrai que Paddy Pimblett est probablement, et sans aucun doute, une figure plus connue par le grand public non amateur de MMA que Arman Tsarukyan. Donc voilà, c'est l'UFC part dans la direction du combat qui va rapporter le plus. Après, il y a la question de Paramount aussi. Je pense que l'UFC n'est plus aujourd'hui, c'était déjà le cas avec ESPN, mais là, d'autant plus vu que le deal est tout prêt. Je pense que Paramount a certaines attentes et peut-être potentiellement que Paramount a exigé à l'UFC d'avoir Paddy Pimblett sur cette première carte, ou du moins quelqu'un qui a un potentiel de star, entre guillemets, pour son premier événement. Donc il y a plusieurs choses à considérer, mais le fait est qu'aujourd'hui, ce qui a fait le succès de l'UFC pendant longtemps, donc le fait que les meilleurs affrontent les meilleurs, n'est plus le cas. On se rapproche de plus en plus du système qu'on peut retrouver un peu en boxe anglaise, même si ces dernières années, ça a un peu évolué dans le bon sens, mais c'est même pas que les combattants s'esquivent entre eux, c'est vraiment l'organisation qui, au détriment du sportif, préfère l'aspect business et commercial. Quels seront les combattants qui vont vendre le plus? Pareil, Diego Lopez, c'est en soi pour la même raison. On sait que Diego Lopez déjà est brésilien, donc c'est quelque chose qui est, c'est un très gros marché historique pour l'UFC et pour le MMA de manière générale. Mais en plus de ça, il a quand même des liens tout particulier avec le Mexique, c'est là où il s'entraîne, c'est là où il vit, et on sait que pareil, le marché mexicain est un énorme marché pour les sports de combat, notamment à travers sa culture de la boxe anglaise. Donc voilà, on sait clairement quel est le plan de l'UFC. Ils sentent que Volka va bientôt partir, et donc ils voudraient avoir Lopez comme champion pour taper à la fois dans le marché mexicain et à la fois dans le marché brésilien. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement décevant, extrêmement inquiétant pour l'avenir du sport, puisque c'est quelque chose qui se multiplie de plus en plus. Et
On pouvait se dire peut-être que le deal avec Paramount allait justement aller à l'opposé de ça, puisque comme c'est une plateforme qui vise à être disponible, enfin qui est disponible mondialement, mais qui petit à petit va probablement racheter les droits dans les autres pays pour les pays qui n'ont pas encore expiré les droits, comme c'est le cas aux États-Unis avec ESPN. Donc on pourrait se dire que voilà, ils pousseraient pour avoir des combattants peut-être un peu plus internationaux, tout ça, même de marché un peu moins développé, parce que justement avec cette vision internationale qu'apparemment, contrairement à ESPN, bah, il y aurait la possibilité de ça. Mais malheureusement, ça semble être pour le moment de ce qu'on voit tout l'inverse en termes de direction. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra suivre de près, mais pour ceux qui avaient de l'espoir, et c'était mon cas, hein, que le deal avec Paramount, alors c'est que la première carte, enfin c'est que les 2 premières cartes, donc ça peut changer à l'avenir, mais en tout cas, les premiers signaux ne sont pas vraiment positifs, et j'ai très très peur qu'on arrive vers une ère de l'UFC où le divertissement et le fait de parler au plus grand nombre passe vraiment au-delà du mérite sportif, et ça serait vraiment un énorme gâchis pour les fans assidus que nous sommes. Pour continuer un petit peu dans cette direction, on a donc en co-main event de l'UFC 324 le retour de la GOAT, entre guillemets, Amanda Nunes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre Valentina Shevchenko au-dessus, mais c'est pas honteux de considérer que Nunes est la GOAT, vu ses accomplissements. Qui donc revient face à Kayla Harrison, pour la ceinture des 61 kg féminines. Pareil, c'est quelque chose qui est alors là, le combat pour le coup est intéressant. C'est un combat légitime sur le plan sportif, hein. Il n'y avait personne d'autre de toute façon pour Kayla Harrison, on va être honnête, à part potentiellement Valentina Shevchenko qui montrait, et j'espère qu'elle montera pour affronter la gagnante, parce qu'aujourd'hui, pareil, Valentina en soi n'a plus grand chose à faire chez les 57, si ce n'est de battre peut-être une Natalia Silva, une revanche face à Manon, mais il n'y a plus de combat extrêmement excitant pour elle aujourd'hui, si ce n'est ce combat-là en 61. Donc pour revenir au combat, ce qui est choquant en fait, c'est que on a préféré mettre Gaethje et Pimblet pour une ceinture intérimaire, qui sont tous les deux des combattants qui ne méritent pas, devant ce combat qui est potentiellement en termes de compétences un des meilleurs combats de l'histoire du MMA féminin. Voilà, encore une fois, une sorte de manque de respect envers à la fois Kayla Harrison et surtout Amanda Nunes, parce que Kayla Harrison, certes, est impressionnante, mais elle vient d'arriver à l'UFC, alors qu'Amanda Nunes a été un très grand nom de l'organisation depuis très longtemps. C'est pareil, c'est quelque chose. Ariel Helwani en a parlé, je suis d'accord avec lui, je trouve ça vraiment honteux, le manque de respect qui est fait envers Nunes et Harrison, de les mettre en co-main event, alors que le main event est une ceinture non seulement intérimaire, mais surtout illégitime. Pour parler de choses peut-être plus positives maintenant, détaillons quand même la carte de l'UFC 324 qui, en revanche, il faut être honnête, est une très bonne carte. Voilà. Si on nommait ce main event illégitime, et même en soi, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le combat en lui-même risque d'être un très beau combat. Gaethje contre Pimblet, ça promet, on rentre quasiment dans l'opposition de style. Je pense que Paddy ne s'aventurera pas trop debout face à Gaethje, donc c'est toujours des combats intéressants. Et même si encore une fois Arman était bien plus légitime, d'avoir ce combat-là derrière pour désigner le prochain pour le titre. Ici, quelque part, vous pourrez me dire, il y a les rumeurs de combat entre Max Holloway et Charles Oliveira, qui, à mon sens, aurait désigné un prétendant plus légitime que le vainqueur entre Justin et Paddy. Mais voilà, en soi, si Arman avait eu son title shot et que ça avait été désigné comme le prochain pour affronter le gagnant entre Arman et Ilya, enfin Ilya et Arman plutôt, ça m'aurait pas choqué, mais bon, voilà. Donc Kayla Harrison, Amanda Nunes, écoutez, c'est évidemment un très beau combat pour le MMA féminin. Je suis assez curieux de voir dans quel état reviendra Amanda Nunes. Si on a le retour d'une Amanda Nunes en forme, je pense qu'elle peut s'imposer. Sinon, ça pourrait être une soirée difficile vu la puissance physique. Bon, alors, Amanda Nunes aussi, mais Kayla Harrison est bien plus en forme physiquement et bien plus dans son prime que l'est Amanda Nunes. Ensuite, extrêmement beau combat en co-main event, Sean O'Malley contre Song Yadong, combat à la fois pour le coup légitime sportivement parlant et qui promet une très 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 belle guerre debout. On sait que c'est deux combattants qui sont avant tout des strikers, et alors je pourrais imaginer potentiellement Song Yadong essayer de lutter à un moment Sean O'Malley, mais je pense que c'est un combat quand même
qui, pour la majorité des 3 rounds, va se passer debout. Donc, on devrait avoir de jolis feux d'artifice. Ensuite, le retour de Waldo Cortés Acosta face à Derrick Lewis. Pareil, combat sympa chez les poids lourds. On aurait aimé quelqu'un d'un peu plus haut pour Waldo Cortés Acosta, parce qu'il le mérite. Mais de notre côté, il retourne tellement vite que je pense qu'une bonne partie des lourds plus haut dans le classement, plus haut que lui, n'ont pas voulu accepter entre guillemets un tel short notice. Ça fait quand même 2 mois, mais voilà, on peut entendre que ce soit plus difficile à accepter pour les gens plus haut que lui. Arnold Allen contre Jean Silva, pareil, un peu à l'image de Sean O'Malley contre Song Yadong, combat qui sportivement je trouve est légitime. Certes, Jean Silva reste sur une défaite, mais face alors du coup à celui qui va refaire le titre, et dans un combat où il a été loin d'être ridicule. Donc pour moi, il mérite de nouveau d'avoir quelqu'un qui est quand même mieux classé que lui, surtout quand on prend en compte ses performances récentes avant le combat face à Diego Lopez. Pour Arnold Allen, c'est aussi l'occasion de continuer à se relancer après les 2 défaites face à Movzar et Max Holloway. Depuis, il était revenu avec succès face à Giga Chikadze. Si vous voulez mon avis, il n'arrivera pas à se relancer. Je vois Jean Silva s'imposer, mais ça reste un combat intéressant. Nikita Krylov contre Modestas Bukauskas. Combat sympathique, sans plus, on va dire, chez les 93 kilos. Alexa Grasso, Rose Namajunas, combat intéressant chez les 57 féminines. J'espère simplement, c'est peut-être ma petite peur, c'est que Rose Namajunas, en cas de victoire, et je la vois s'imposer, je trouve qu'Alexa Grasso est sur la pente descendante clairement depuis sa défaite face à Valentina Shevchenko. Je la vois faire une sorte de Leon Edwards un peu, et j'ai peur en fait, vu un peu le star power et à quel point Rose est populaire auprès des fans, j'ai très peur qu'elle puisse passer devant une Manon par exemple, alors pas au classement, sportivement parlant ce ne sera pas le cas puisque Alexa Grasso reste sur 2 défaites quand même, mais plutôt d'un point de vue marketing, encore une fois, on en a parlé plus tôt dans l'épisode, c'est la direction que prend l'UFC aujourd'hui. Donc j'aimerais vraiment pas que par exemple si Valentina monte pour affronter la vainqueur entre Nunes et Harrison, que l'UFC fasse donc du coup une ceinture vacante comme ils ont fait en 52 avec Weili qui est monté, et qui donne à Natalia Silva, qui je pense aujourd'hui on est tous d'accord, la contender numéro 1 légitime, puisqu'elle n'aura jamais affronté Valentina encore. Bon là en cas de ceinture vacante elle n'affronterait pas Valentina, mais vous avez compris l'idée. J'aurais très peur qu'en cas de victoire de Rose, il fasse Natalia Silva contre Rose et pas Natalia Silva contre Manon, qui est évidemment, en l'absence de Valentina, le combat qui serait le plus légitime et le seul combat légitime à faire en cas de ceinture vacante. Donc c'est peut-être ma petite peur avec ce combat-là. Un autre combat qui, pour le coup, est intriguant de par sa légitimité sportive, Umar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo. J'avoue ne pas être très fan du match-up. Je pense que Figui, il l'a prouvé malheureusement, il arrive sur la fin de sa carrière. Les 61, c'est une catégorie qui lui réussit jusqu'à un certain niveau. Mais on a vu que plus haut, c'était plus compliqué. Il s'est quand même fait plutôt dominer par Sandhagen, qui lui-même s'est fait dominer par Umar et Merab. Alors évidemment, le MMA, ce n'est pas des maths, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un combat dans lequel Umar est donné très très favori. Pour moi, c'est clairement regarder en arrière pour Umar par rapport à son combat face à Bautista. Je pense que Bautista s'imposerait face à Figueiredo, et j'aurais de loin préféré un combat face à quelqu'un comme Ayman Zahabi par exemple, qui pour moi était peut-être plus légitime dans la course au titre qu'un Davison Figueiredo. Le fait est dans tous les cas que je vois Umar s'imposer face à peu près tout le monde dans la catégorie, sauf peut-être Merab que je mettrais favori, et potentiellement Petroyan, et encore je pense que Umar serait favori dans ce combat-là. Donc dans tous les cas, c'était juste un combat on va dire pour s'assurer qu'Umar soit le prochain et qu'une revanche face à Merab ait lieu si ce dernier reste en 61 kg, s'il s'impose face à Petroyan une deuxième fois. Et on finit donc cette carte avec Ateba Gauthier contre André Pouliaev. Là, on est clairement sur un combat pour faire briller une nouvelle fois Ateba Gauthier. Je pense que le chaos ne devrait pas tarder dans ce combat-là. Et pour le moment, vu la jeunesse d'Ateba Gauthier, il n'y a aucun mal à ça, à le construire progressivement. Donc au global, pour le moment, et évidemment, il y aura d'autres annonces, parce que là, pour le moment, ça nous fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous fait que 9 combats. Il y en aura facile, je pense, 13, 14, vu que c'est quand même un événement un peu d'ampleur. Donc voilà, on peut encore avoir de belles surprises, mais
Pour l'heure, si on met de côté cette controverse, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, hein, cette controverse, clairement, la carte est plutôt sympathique. Hein. Franchement, la carte est sympathique. Il y a beaucoup de match-up qui promettent, pardon, à la fois sur le plan sportif ou alors sur le plan du spectacle, parfois même les deux. Donc, en soi, c'est une belle carte pour commencer l'année. C'est juste voilà, la question, effectivement, de la légitimité de ce titre entre Gaethje et Pimblet. Pour revenir un petit peu sur ce sujet-là, quelle est la suite? C'est aussi ça la question, c'est que on sait que Ilya veut revenir en automne. Quid du combat face à Islam? Est-ce que c'est quelque chose potentiellement qui pourrait avoir lieu? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait du gagnant entre Gaethje et Pimblet? Est-ce que, puisque je vois mal, si Ilya, admettons, monte en 77 face à Islam, je vois mal Ilya rester en 77, donc je pense que peut-être l'UFC pourrait faire une exception, et on sait que maintenant, quand un champion monte, il doit laisser sa ceinture vacante. Peut-être que là, l'UFC accepterait qu'il y a la garde juste pour faire un one-shot en haut, je ne sais pas. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait le gagnant de Gaethje contre Pimblet face à Tsarukyan. Ensuite, ce gagnant-là affronte Topuria quand il redescendra. Est-ce que non, quand même, il force la ceinture vacante? Et dans ce cas, le gagnant entre Gaethje et Pimblet est promu champion undisputed et affronterait, j'aurais envie de dire Arman, mais aujourd'hui, si l'UFC, parce qu'en soi, ils auraient pu faire Paddy contre Arman. Parce qu'on sait, ce que l'UFC veut organiser aujourd'hui, c'est le combat Ilya contre Paddy. Et je pense sincèrement que sans ces problèmes personnels dont j'ai parlé, ceux d'Ilya plutôt dans la vidéo, c'est le combat qui aurait été organisé par l'UFC, Ilya contre Paddy. Ça m'aurait moins dérangé parce que, voilà, au moins ça aurait été réglé directement. Parce que bon, je pense que personne n'est choqué si je dis que Ilya aurait littéralement roulé sur Paddy. Mais là, le problème, c'est que du coup, on va attendre. En fait, on attend pour un combat qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que non seulement c'est du gâchis actuel, et en plus ça va nous gâcher plus tard un autre combat. Donc voilà, c'est une situation qui est particulière aujourd'hui pour l'UFC, pour la catégorie des 70 kilos. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que si Paddy s'impose, l'UFC forcera la main pour que Ilya reste en 70, au moins pour le moment, juste pour faire ce combat-là. Parce que dans tous les cas, il le gagnera. J'ai assez peu de doute là-dessus, même si Paddy nous sort une masterclass face à Gaethje. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas exclu qu'il arrive à l'amener au sol assez rapidement et à le soumettre. Puisqu'on sait que Gaethje est quasiment une tortue sur le dos, hein, malgré son passif de lutteur. Bon, de toute façon, les lutteurs de manière générale se retrouvent assez peu sur leur dos, donc soit l'un ne veut pas forcément dire... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Mais après, voilà, si c'est Gaethje qui s'impose, là, je pense que l'UFC n'a pas plus intérêt que ça à faire Gaethje contre Ilya que Arman contre Ilya, donc je pense qu'ils donneront à Gaethje Arman et peut-être laisser Ilya monter en 77. Voilà, c'est une situation qui est complexe. Je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer. C'est rageant de voir le prime, entre guillemets, d'un des noms les plus impressionnants de l'histoire du sport gâché avec ce genre d'opposition-là. On verra ce que ça va donner par la suite. Et en soi, c'est un petit peu la même chose avec Volkanovski. Quelle est la suite? Est-ce que Volkanovski, s'il s'impose de nouveau face à Lopez, et je suis pas sûr que ce soit aussi simple que le premier combat, parce que voilà, chaque mois qui passe pour Volkanovski est bien plus impactant sur son physique, son potentiel, que chaque mois qui passe pour Diego Lopez, qui est plus jeune. Donc... Comment est-ce que ce combat va se dérouler? Est-ce qu'en cas de victoire de Diego Lopez, on a une trilogie? Est-ce que Volkanovski raccroche les gants? Qu'est-ce qu'on fait de Movsar et Leron Murphy? Est-ce qu'on les fait s'affronter? Jean Silva qui s'impose face à Arnold Allen, ça serait un scandale, mais je ne serais même pas choqué vu le star power un peu qu'a Jean Silva, les fighting nerds, même si ça s'est un peu écroulé récemment, qu'il lui fasse pareil une espèce de passerelle pour le titre. C'est une situation compliquée dans laquelle l'UFC s'est mise avec ces décisions-là, notamment vis-à-vis des fans hardcore, puisqu'en soi, encore une fois, hein, le fan américain moyen qui regarde que les main events, les co-main events de pay-per-view, lui, il est très content de voir Gaethje contre Paddy pour le titre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. On va conclure juste cet épisode avec l'annonce qui est passée un peu inaperçue, mais qui est intéressante, je trouve, et positive. Le fait que les cartes maintenant commenceront 1 heure plus tôt. Donc voilà, pour nous, heure française, au lieu de finir à 7h du matin, ça finira à 6.
Donc ceux qui veillent pourront aller se coucher 1 heure plus tôt, voilà. Je pense que c'est quand même bon à noter, mais c'était surtout en fait pour dans cette logique encore de rendre le sport plus grand public via Paramount. Aux États-Unis, ça finit aux alentours de 1 heure du matin. Parfois les cartes, et c'est vrai que pour une famille, par exemple, ça peut être un peu tard. Donc je pense que c'est aussi pour ça que Paramount a demandé ce décalage-là, pour rendre le sport plus mainstream encore et plus accessible donc au grand public qui pourrait découvrir via leur abonnement Paramount. Voilà les amis pour ce premier format d'Actu MMA. N'hésitez pas à me faire des retours. Est-ce que je passe selon vous trop de temps sur certains détails, pas assez, le rythme, voilà, c'est un format qui vient d'être lancé, donc vous vous doutez qu'il y a moyen de l'améliorer. Je suis preneur évidemment de vos retours et j'espère quand même que l'idée de ce format vous plaît. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner vos avis sur la situation. Comme d'habitude, vous le savez, je réponds à tout le monde. C'est quelque chose que je trouve important, vu que vous prenez le temps de mettre des commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos ressentis là-dessus et j'échangerai avec vous en commentaire. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, tout ça, le blabla habituel. Merci beaucoup les amis, je vous dis à probablement ce soir pour une nouvelle vidéo sur un sujet tout à fait différent. Voilà les gars, bonne journée à vous et on se dit potentiellement à ce soir pour une deuxième vidéo. Ciao!